Bonjour à tous, est-ce que vous entendez ma voix? C'est bon pour vous? On fait juste un test voix, ok. Annick me confirme qu'on m'entend, donc très bien. Bah, écoutez, bonjour à tous, on va démarrer. Donc c'est le cours numéro 3 qui fait la suite et la fin de ce premier cycle de cours que nous avons eu ensemble sur la notion de jeu et jeu sérieux que nous avons eu durant 3 cours au total. Donc ce troisième volet vient clore cette trilogie. Alors on va démarrer. Donc de manière très simple, on va reprendre ce qu'on a vu la fois dernière, c'est-à-dire un petit résumé du cours numéro 2 pour reprendre un peu les grands principes. Ensuite, on va faire une étude d'un cas pratique que vous connaissez, qui va nous servir en fait à étayer une question. Ensuite, on va aborder une question qui est une question de fond, c'est pourquoi faire usage du jeu sérieux finalement. On va aborder la notion d'accompagnement et de médiation. On va ensuite parler d'évaluation et on fera la synthèse. Donc, de manière simple, on avait vu la fois dernière que on s'était posé ces deux questions. La première, c'était est-ce que le jeu sérieux représente une activité que l'on peut distinguer du jeu? Et est-ce qu'il est possible de proposer des activités de jeu sérieux permettant de combiner et de maintenir le plaisir de jouer tout en visant des objectifs utilitaires? C'était ça la question qu'on s'était posée lors des 2 premiers cours. Et ce qu'on avait fait dans le premier cours, c'était d'abord s'intéresser finalement à des éléments qui pouvaient nous permettre de différencier le jeu du jeu sérieux. Donc on avait trouvé des critères aussi bien sur les aspects artefacts, c'est-à-dire le dispositif de jeu, que sur le plan de l'activité. Et dans le cadre du cours numéro 2, ce qu'on avait vu ensemble, c'était qu'on se demandait s'il était possible d'instrumentaliser le jeu. Et pour répondre à cette question, on avait vu 4 approches qui permettaient en fait de faire de la conception de jeux sérieux, qui étaient le serious game design, la gamification, la dégamification et le serious gaming. Et à partir de là, on avait vu que les deux dernières catégories, qui sont la dégamification et le serious gaming, correspondaient en fait à une véritable instrumentalisation du jeu, puisqu'on part d'un jeu qui existe, qui est déjà commercialisé ou qui est déjà réalisé, pour ensuite le détourner dans un deuxième temps. Donc cette approche-là nous permet bien de poser l'idée que on est tout à fait à même de pouvoir instrumentaliser du jeu et cette instrumentalisation peut s'opérer de 2 manières, soit en faisant un détournement des usages, soit par une modification du dispositif, par ce qu'on appelle le modding, ou la dégamification, qui consiste à enlever des éléments pour petit à petit arriver à un niveau ou à un type de jeu qui va à la fois remplir les fonctions utilitaires et les fonctions de divertissement que l'on recherche. Donc, nous nous étions la dernière fois quittés avec l'idée que on pouvait répondre désormais à la question de Kellner, qui était de dire que, selon elle, il n'était pas possible d'instrumentaliser le jeu, que le jeu ne servait à rien d'autre qu'à simplement se divertir. Et nous, on a posé l'idée qu'il était tout à fait possible d'instrumentaliser le jeu via des approches qu'on appelle donc le service gaming et la dégamification. Donc, cette première question étant posée, nous pouvons maintenant aborder la deuxième question, qui est est-ce qu'on peut superposer des objectifs utilitaires et du jeu tout en préservant les deux parties, c'est-à-dire à la fois les aspects utilitaires et à la fois les aspects fun, divertissement, le plaisir que l'on a à jouer. Donc, c'est cette question-là qu'on va aborder maintenant. Alors, dans le cadre de cette question, ce qu'il faut savoir, c'est finalement quels sont les différents ingrédients qu'on intègre dans une telle équation. Alors, premièrement, au bas de l'image, vous voyez donc la notion de joueur-joueuse, la notion de métabrique qui nous renvoie à la notion de règle, et la notion de gamebit qui nous renvoie aussi à la notion donc d'artefact de jeu.
Ces 3 éléments-là, on avait dit que c'était la base minimale de jeu. On avait posé ce postulat lors des 2 premiers cours. Maintenant, si on veut rentrer dans la dimension, on va dire, de jeu sérieux, il nous faut, au niveau de l'artefact, rajouter des fonctions utilitaires. Alors, ces fonctions utilitaires, on va les mettre sous le chapeau scénario utilitaire. C'est le petit chapeau que vous avez à droite, le chapeau de bachelier, qui correspond finalement à l'idée qu'on va trouver obligatoirement dans cette base minimale de jeu des fonctions utilitaires qui peuvent être dispense d'entraînement, collecte de données ou diffusion de messages. Et ensuite, l'ensemble de ces éléments qui constituent, on va dire, l'artefact, viennent s'inscrire dans une situation formelle dans laquelle on a un objectif précis à atteindre avec un représentant d'un système organisé de type institutionnel qui représente donc la situation formelle. Et donc, si on a l'ensemble de tous ces ingrédients ici, nous sommes à la fois dans la possibilité de répondre au fait que sur le plan de l'artefact, on est bien en face d'un dispositif qui vise un objectif qui est autre que simplement se divertir par le jeu. Et en plus, on est dans une situation, donc dans un contexte qui nous amène à cibler un objectif utilitaire précis pour lequel on est guidé et pour lequel on nous a proposé l'activité en question. Et donc là, sur ce plan-là, on répond à la notion d'activité. Donc on répond à la fois à la notion d'activité, à la notion d'artefact. Et là, on a, on va dire, blindé le fait qu'on soit bien dans du jeu sérieux. Donc maintenant qu'on a posé ces éléments-là, quand on veut faire une étude de cas pratique, il nous faut il nous faut passer en revue l'ensemble de ces éléments. Et c'est en passant l'ensemble de ces éléments en revue qu'on va essayer en filigrane de répondre à la question de Bougère, à savoir, est-ce qu'on peut associer les composantes utilitaires et les composantes jeu sans que l'un prenne le pas sur l'autre. Alors, avant de poursuivre, il y a une question qui est tombée de la part de Sofiane qui me dit, tu peux juste préciser GameBit, est-ce que cela correspond au terme play? Alors non, la notion de GameBit, si vous revenez dans le cours numéro 1, vous verrez, en fait, le GameBit, ce sont les éléments de jeu. Par exemple, quand vous ouvrez une boîte de Monopoly, tout ce qui est GameBit, c'est par exemple les pions, les cartes, les dés, etc. Ce sont tous ces éléments ludogènes qui nous permettent d'avoir des indicateurs permettant de nous dire qu'on est face à un dispositif qui est de type jeu. Voilà. Donc les GameBits, c'est ça, ce sont les éléments de jeu. Dans le cadre du jeu vidéo, les GameBits, ça peut être aussi les avatars, c'est-à-dire les éléments qui nous représentent en tant que joueurs dans un environnement numérique, dans un environnement virtuel. La notion de métabrique, pour poursuivre la question, répond à la notion de règle. Donc la notion de règle a 2 niveaux. Les règles, évidemment, qui constituent ce qu'il faut faire dans le jeu, donc les objectifs, si vous voulez, plus les règles qui constituent les moyens, c'est-à-dire comment faut-il faire pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Voilà, donc ça, c'est vrai qu'on peut sous-titrer, si vous voulez, métabrique par règle, au pluriel, et GameBit par élément ludogène ou élément de jeu, si ça vous aide. Maintenant qu'on a précisé ces aspects, on va essayer de répondre donc à la question de Brouget. Pour ce faire, donc si on passe aux différents éléments, on va reprendre donc l'exemple qu'on a vécu lors de la semaine intensive, le cas du jeu de la soupe à l'oignon qu'on avait fait ensemble. Donc pour faire ce cas de la soupe à l'oignon, du jeu de la soupe à l'oignon, qu'est-ce qu'on avait comme élément? D'abord, on avait pris un jeu vidéo qui s'appelait Overcooked. Ça a été, si vous voulez, l'élément qui constitue notre artefact de jeu. Donc, à l'intérieur de ces éléments-là, de ce jeu-là, nous avons un ensemble de règles qui sont représentées donc ici par la petite vidéo que je ne vais pas lancer pour des raisons de débit. J'aurais peur que ça dégrade la voix, donc je ne l'exécute pas.
mais je vous mettrai le lien pour télécharger l'application si vous voulez voir tous ces éléments en détail, comme on l'a fait pour les cours numéro 1 et 2, ne vous inquiétez pas. Et donc, en fait, si vous vous souvenez bien de ce jeu-là, vous aviez donc 4 cuistots qui étaient incarnés par l'ensemble des 4 joueurs qui prenaient position avec les manettes. Et donc, vous aviez des oignons à les récupérer dans le bac à oignons, vous aviez des planches à découper sur lesquelles il fallait couper les oignons. Quand vous aviez 3 oignons coupés, il fallait les mettre dans la marmite. La marmite permettait de faire chauffer la soupe. La soupe pouvait être dressée sur une assiette et l'assiette pouvait être servie dans la salle. Après, vous récupériez l'assiette sale pour pouvoir la laver, faire la vaisselle, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est, si vous voulez, les règles. Donc les objectifs, c'est quoi? C'est de faire un maximum de soupe dans un temps donné. Et ensuite, vous avez un ensemble de moyens qui sont mis à votre disposition, qui sont euh, euh, se déplacer, pouvoir découper et transformer les oignons, pouvoir ensuite les positionner dans un objet qui est l'assiette, pour ensuite le servir en salle et obtenir ainsi des scores qui vont vous permettre d'être le plus, comment dirais-je, à même de pouvoir gagner les 3 étoiles qui sont visées dans un premier temps et ensuite d'obtenir le score le plus élevé possible. Tout ça dans un temps imparti qui constitue donc une contrainte qui est de 2 minutes 30 et ça, tout ça constitue donc, si vous voulez, l'ensemble des règles qu'on a à notre disposition. Donc, pour répondre à ta question, comment m'est venue cette idée? En fait, c'est la suite de l'explication qui va nous donner les éléments de réponse, Sofiane. Ça nous vient d'abord de ce fameux scénario pédagogique. Alors, ce scénario pédagogique qu'on élabore, en fait, il va se constituer, comme vous le voyez à l'écran, de plusieurs choses. Alors, la première colonne, correspond au séquençage. C'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, une colonne temps dans laquelle on va dire séquence par séquence quels sont les temps qu'on va associer donc à chaque partie d'activité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un scénario pédagogique, il vise un objectif principal. Alors ici, je vous les ai mis en rouge, donc c'est comprendre par exemple le concept de service gaming. Dans le cas du cours qu'on a fait durant la semaine intensive, c'était cet objectif-là. Euh, Tout en ayant la possibilité de faire expérimenter des séquences ludopédagogiques. Le fait d'avoir réalisé et animé une séquence ludopédagogique, ça c'est ce que vous allez faire dans le cadre des prochains cours, avec notamment le projet dans le cadre du DU. Et tout ça s'inscrit dans un objectif, vous voyez, qui est plus global. Donc, c'est comprendre comment, en fait, on met en place une séquence ludopédagogique pour vous permettre à votre tour d'en créer vous-même. Ensuite, l'idée, c'est d'appréhender comment on évalue une séquence ludopédagogique, comment vous pouvez vous auto-évaluer pour faire en sorte d'améliorer par vous-même déjà votre séquence. Et enfin, réfléchir à l'intégration de cette expérience dans votre propre écosystème, c'est-à-dire si vous travaillez en entreprise, dans un hôpital ou dans une école, il va falloir aussi réfléchir à comment on intègre ce scénario dans l'écosystème donné. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble d'éléments, de paramètres qu'il faut prendre en compte. Alors pour ce faire, euh, donc moi j'ai défini le type de public, le nombre de participants, les finalités, et ensuite je commence à faire un découpage séquence par séquence avec une idée de durée totale. Et dans le cadre de ce scénario pédagogique, on va avoir une partie qui est timé sur 1 heure, donc qui correspond à une séquence ludopédagogique qui est notre fameux jeu de la soupe à l'oignon. Et cette activité-là, on va la découper dans un premier temps en disant à quoi elle correspond. C'est une activité de type ludopédagogique. J'ai besoin d'avoir en termes de répartition des groupes de 5. Si on suppose que vous êtes 25 participants, donc ça fait 5 groupes de 5. Et ensuite, je pose le matériel. Mais évidemment, quand on a posé ces éléments-là, on n'a pas tout abordé, puisqu'il nous faut connaître exactement ce qui va se passer à l'intérieur de cette activité en termes de scénario. Donc ça veut dire que dans le cadre d'un scénario global qu'on va appeler le scénario pédagogique, on a un sous-scénario
qui correspond aux détails de chacune des séquences, de chacune des activités qu'on a mis en place. Donc ici, si on détaille en fait le scénario qui correspond au jeu de la soupe à l'oignon, on va retrouver nos 3 séquences. Introduire l'activité, animer l'activité, débriefer l'activité. Alors si on fait un petit zoom, voilà, ici vous avez la possibilité de mieux lire. On retrouve donc dans l'idée que lorsqu'on introduit l'activité, on fait en fait du storytelling. Alors je lis l'ensemble, hein, comme ça vous n'avez pas le conflit lecture et écoute. Le jeu Overcook est expliqué simultanément à l'ensemble des groupes. Il s'agit d'un jeu où l'on doit fabriquer une soupe à l'oignon à 4 plus une cinquième personne qui n'a pas de manette en jeu, de manette de jeu. Il convient donc de trouver comment s'organiser au mieux, comment se répartir les rôles, savoir écouter les consignes du manager. Mais libre aux joueurs de trouver comment opérer, ils doivent trouver la configuration qui leur convient le mieux. L'objectif étant d'atteindre le meilleur score possible, 3 étoiles. Les groupes ont au minimum 3 tours de 3 minutes pour atteindre ce meilleur score. À chaque fin de partie, ils doivent se réunir pour débriefer et améliorer leur stratégie. Les groupes sont en concurrence. Donc ça, c'est, si vous voulez, le pitch introductif. Ce pitch introductif, on peut aller plus loin. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu de storytelling autour de cette introduction, puisque je vous ai parlé d'une histoire de restaurants qui étaient en concurrence les uns avec les autres et qu'on ne garderait que le meilleur restaurant ou la meilleure équipe pour tenir ce restaurant. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le choix qui est fait ici, c'est d'instaurer à la fois de la compétition, mais aussi de la coopération. Coopération au sein de chaque équipe et compétition entre les équipes. Voilà. C'est-à-dire que là, on joue sur 2 leviers qui me semblent être extrêmement pertinents dans le cadre du jeu. C'est-à-dire qu'on a besoin de se mesurer à quelque chose. Donc là, en l'occurrence, ce sont les groupes extérieurs. Mais au sein d'un même groupe, il faut aussi pouvoir collaborer, s'entraider dans le cadre des objectifs qui sont ici visés, c'est-à-dire en rouge, montrer que les apprentissages ont lieu et que ces apprentissages s'inscrivent dans un registre précis. Nous sommes dans une situation formelle et qu'est-ce que je vous avais dit? Après vous avoir fait jouer au jeu Unlock, je vous avais dit qu'en fait on faisait garderie. Dans le cadre d'Overcook, je vous avais dit qu'en fait on était là pour prendre en considération l'importance de s'attribuer des rôles, d'avoir finalement une organisation au sein d'un groupe, d'avoir un système de management où une personne va être à même de gérer l'ensemble des joueurs, l'ensemble des personnes qui prennent part à cette activité, et l'idée étant d'être le plus performant possible dans cette activité. Alors comment faire? L'organisation était laissée à votre libre choix, mais ce qu'on retrouvait comme schéma, c'est qu'il y avait une personne qui ne tenait pas la manette. Donc logiquement, cette personne qui ne tenait pas la manette était amenée finalement à manager l'ensemble des 4 personnes qui tenaient les manettes. Pourquoi? Puisque cette personne ne tenait pas une manette, elle n'était pas en situation d'être prise par l'activité, et donc elle pouvait bénéficier d'un recul et d'une vision de l'ensemble de l'activité qui était peut-être plus pertinente que pour quelqu'un qui est occupé à faire une tâche précise comme couper des oignons. Donc, ceci nous amène à la deuxième partie de notre activité qui est animer l'activité. C'est la deuxième colonne. Et donc là, le rôle finalement de la personne qui orchestre cette activité, en l'occurrence dans le cadre de la semaine intensive, c'était moi, et donc je dois assurer un rôle de tuteur pour aider à ce que le jeu fonctionne d'un point de vue technique comme il faut. Donc je dois être là pour vous expliquer les règles du jeu, je dois être là pour pallier à des problèmes techniques que vous pourriez rencontrer, et puis de temps en temps, je vous aide un peu à lire le jeu quand je vois qu'il y a un groupe qui est en difficulté ou quand un groupe a du mal, par exemple, à comprendre les tenants et les aboutissants, je les repositionne ou je les écoute sur les problèmes qu'ils rencontrent. Voilà. Donc en fait, là, le rôle du formateur n'est plus du tout d'être un pédagogue, il est plus dans un rôle d'animateur.
au sens noble du terme, hein, ou d'animatrice. C'est-à-dire de faire en sorte que cette activité de jeu se déroule le mieux possible sans venir la polluer par tout de suite un aspect pédagogique qui pourrait venir en fait tuer l'activité de jeu. Il faut vraiment que le jeu, durant cette phase-là, soit la plus réussie possible et la plus libre possible. Donc une fois qu'on a fait cette activité d'animer le jeu, on passe à la troisième colonne qui est donc on débriefe l'activité. C'est-à-dire que là, on précise bien, une fois le jeu terminé, il est débriefé. D'accord? C'est-à-dire qu'on a fait les 3 tours. C'est-à-dire que vous aviez droit à 3 tours pour améliorer votre score. Et à l'issue de ces 3 tours, on fait en sorte de débriefer en passant en revue 4 questions qui me semblent essentielles. La première, c'est qu'avez-vous ressenti? Il s'agit là de faire en sorte qu'on évacue l'excitation liée au jeu, ou le stress, ou au contraire la déception liée à l'activité de jeu, parce qu'il peut y avoir des équipes qui ont perdu et d'autres qui ont gagné, donc il faut qu'on l'évacue. Ensuite, la deuxième question qu'on aborde, c'est en lien avec les objectifs pédagogiques, c'est-à-dire que moi, je vous avais demandé de définir, d'améliorer finalement des stratégies pour pouvoir vous organiser au mieux et atteindre le meilleur score possible. Donc là, l'idée, c'est de se raccrocher à cet aspect pédagogique, à cet objectif pédagogique. Donc je vous demande quelle stratégie avez-vous mis en œuvre au sein de votre groupe. Donc ça vous permet de verbaliser ce que vous avez mis en œuvre, de prendre conscience de ce que vous avez fait. Ensuite, qu'avez-vous le sentiment d'avoir appris? Alors j'insiste bien sur le mot sentiment. On ne pourra jamais prétendre que les gens apprennent tout à partir de cette activité. On amène forcément un stock de connaissances ou de savoir-faire issus d'ailleurs. Donc on les mobilise et peut-être, je dis bien peut-être, qu'on va avoir à un moment donné le sentiment d'avoir appris quelque chose. Mais souvent, ce sont plutôt des renforcements de certains apprentissages. Et enfin, dernier point, que pourriez-vous suggérer pour améliorer cette séquence ludopédagogique? Là, on invite finalement les personnes à devenir experts de l'activité. Ce qu'on valorise à travers cette question, c'est le fait qu'on a peut-être des aspects qu'on pourrait effectivement améliorer. Mais en second lieu, ce qui est visé, c'est d'évacuer toute frustration liée en fait à l'activité de jeu telle qu'elle a été proposée. C'est-à-dire, par exemple, oui, si vous mettiez des manettes plus grandes ou plus ergonomiques, peut-être qu'on s'en sortirait mieux. Ce qui permet en fait à certaines personnes qui ont été frustrées de ne pas gagner de pouvoir donner une explication rationnelle sur éventuellement le fait qu'ils n'aient pas gagné. Voilà. Donc, ce qui permet en fait de libérer à l'issue de cette activité à la fois ce qu'on a ressenti d'un point de vue émotionnel, ce qu'on ressent aussi d'un point de vue intellectuel, et aussi de s'inscrire dans des actions possibles, de se dire, voilà, si on était amené à refaire cette expérience, eh ben, on peut se dire que finalement, il y a des choses qui auront été prises en compte et que cette expérience n'a pas été finalement juste un passage dans lequel j'ai subi de la frustration. La frustration que j'ai subie, quelque part, elle va me permettre de l'exprimer, d'être prise en compte et de pouvoir, pour la suite, permettre à d'autres de bénéficier d'une meilleure expérience. Donc c'est pour ça que ces 4 questions qui peuvent paraître anodines ciblent ces aspects humains, mais ciblent aussi le fait qu'il faut raccrocher cette expérience, évidemment, à l'activité, aux objectifs pardon, pédagogiques qui sont visés. Et ça, c'est évidemment le point principal. Donc, si à partir de là, on analyse aussi l'activité. Il ne suffit pas pour faire notre étude de cas pratique, il ne suffit pas d'analyser ce qui s'est dit sur le papier ou ce qu'on a l'intention de faire. Il faut aussi ensuite mesurer l'écart qu'il y a entre le scénario tel qu'il a été pensé, imaginé, et puis derrière, ce qui se passe concrètement sur le terrain. Donc là, c'est la même activité. Qui a été réalisé avec d'autres personnes. Et vous voyez, donc, on reconnaît la personne en bleu qui joue la personne qui n'a pas la manette. On a 4 personnes qui tiennent donc des manettes entre les mains et ils sont devant le jeu Overcooked. Et donc, l'idée, c'est d'analyser ce qui va se passer,
Est-ce que les personnes s'inscrivent dans ce qui était attendu? C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont bien essayer, à l'issue d'une partie, de prendre en compte ce qui s'est passé, de prendre en compte le score qu'ils ont obtenu, de prendre en compte le nouvel objectif qui est d'améliorer ce score? Parce qu'il est là aussi le défi, dans un souci de motivation, c'est d'amener finalement l'équipe à essayer d'être encore meilleur le tour d'après. Même pour un groupe qui aurait atteint les 3 étoiles, il s'agit de les pousser à aller encore plus dans la performance en améliorant ce score. Dans le cadre évidemment de cette activité précise-là. Je ne suis pas en train de vous dire que toutes les activités ludopédagogiques que vous mettriez en place doivent se calquer sur le modèle que je vous présente. C'est juste un cas de figure, hein. J'insiste là-dessus, c'est pour que vous ayez en fait une base de réflexion pour vos projets. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est de voir dans les postures que vous avez ici à l'image que les personnes se détournent complètement de l'écran, ils sont en train de discuter de ce qui s'est passé, ils font déjà un premier bilan de l'activité. Ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est d'analyser les échanges qu'il peut y avoir au sein de chaque groupe. Comment chaque groupe va préparer la prochaine, comment dirais-je, la prochaine partie qui va se dérouler sur la console. C'est-à-dire comment les gens se répartissent les rôles, comment éventuellement ils se réorganisent, comment ils prennent en compte ce que font d'autres groupes. Souvenez-vous, je vous avais dit que vous pouviez faire de l'espionnage industriel, ce n'était pas anodin, ça voulait dire qu'en fait, vous pouviez imiter des stratégies qui avaient été développées par d'autres groupes, l'idée étant que par le phénomène de mimétisme, on apprend énormément. Et ce mimétisme est présenté de manière un peu ludique en disant vous pouvez faire de l'espionnage industriel, ce qui est une manière déguisée de dire regardez ce que font les autres et essayez, quand c'est une approche qui est concluante, de l'appliquer. Mais ça serait moins drôle de le dire comme ça. Si je vous parle tout de suite d'un espionnage industriel, on a un côté qui est plus, on va dire, qui fait plus le lien avec l'idée de tricher, l'idée de duper les autres, voilà, et ce qui est plus dans le vocabulaire du jeu, si vous voulez, quelque part. Mais derrière, on voit que c'est finalement une transposition qui se joue sur le vocabulaire, qui se joue dans la manière de présenter les choses, d'une approche qui est, somme toute, de manière classique, très pédagogique en fait. Alors, une fois qu'on a euh, analysé ces aspects qui sont en lien avec les stratégies qui sont mises en œuvre, avec le fait que le scénario tel qu'il est prévu en amont est bien respecté par l'ensemble des groupes, ce qui est intéressant aussi à analyser, c'est finalement les postures, les engagements des différents participants. Et ce qui est intéressant dans cette photo que vous avez à l'écran, c'est de voir finalement euh, la manière dont les gens sont vraiment impliqués. On voit par les têtes mises en avant, par la manière dont l'un des joueurs, probablement le coach de l'équipe, s'adresse aux autres, comme s'il était lui-même vraiment un coach sportif. C'est vraiment très intéressant d'analyser ces situations-là. Alors, ce sont des aspects d'observation qui ne permettent pas, malheureusement, comme ça, en l'état, de savoir ce que chaque apprenant apprend réellement. Mais ce qu'on peut analyser avec une image de ce type-là, c'est la notion d'engagement et de motivation. Là, on peut savoir qu'elle est au rendez-vous. Et ça, c'est très important de voir que l'activité que l'on propose engendre de la motivation, puisque la motivation, c'est notre moteur, tel qu'on va l'aborder avec les autres slides par la suite. Donc, je regarde, il y a des questions. Donc, la mise à jour doit donc être en capacité, alors le maître du jeu, pardon, doit donc être en capacité de reformuler les objectifs du jeu intermédiaire. Alors, là, en fait, pour répondre à ta question, Sofiane, évidemment, à tout moment, si on sent durant la phase de l'activité de jeu que les objectifs s'éloignent de ce qui est prévu pour le scénario, par rapport au scénario, on peut recadrer. Néanmoins, la manœuvre est très délicate parce que le jeu, une fois qu'il est lancé,
Si vous le contraignez trop et vous le ramenez trop sur un aspect éducatif, vous pouvez le tuer le jeu. C'est-à-dire vous sortez du cercle magique tel que nous le définit Huizinga. Donc il faut vraiment, euh, c'est un jeu d'équilibre. Il faut vraiment savoir jusqu'où aller sans tuer le jeu, tout en ayant derrière l'idée de savoir quels sont les objectifs vers lesquels vous voulez amener vos différents participants. Et c'est cet équilibre-là qui fait l'objet, à mon avis, qui doit faire l'objet d'entraînement. Bonjour Jérôme, bienvenue parmi nous. Pas de souci pour ton retard. Voilà, j'espère Sofiane que ça répond à ta question. Alors, maintenant qu'on a balayé cette étude de cas que vous connaissez très bien puisque vous l'avez vous-même expérimenté, on peut revenir sur la question de finalement Gilles Bourgère qui est peut-on superposer des objectifs utilitaires et du jeu tout en préservant les deux parties? Finalement, on se rend compte que quand on analyse les trois temps pédagogiques de notre activité, qui correspondent aux trois temps pédagogiques de Nicole Tremblay, c'est-à-dire introduire l'activité, animer l'activité, débriefer l'activité, en fait, si on s'intéresse à la phase de jeu et à la phase, on va dire, utilitaire, c'est-à-dire les deux dernières séquences de notre activité, on se rend compte qu'on ne cherche pas à les superposer, mais elles sont apposées les unes à côté des autres. C'est-à-dire que les joueurs sont amenés à faire des allers-retours entre le moment où ils sont en train de jouer et le moment où ils débriefent entre eux, ou à la rigueur, lorsqu'on opère le débriefing final, c'est-à-dire le débriefing qui est opéré par euh, la personne, le représentant du système formel, qui, lui, va débriefer l'ensemble de la séquence. Et donc, on voit qu'à aucun moment, finalement, on ne superpose réellement le jeu et ce débriefing. On fait des allers et retours entre ces deux phases. Et donc, pardon, je suis allé trop vite. Et donc, à partir de là, si on a conscience de ça, ben, on a tout gagné. Vous avez tout compris. C'est ça la clé, en fait. Je pense que les personnes qui sont dans l'idée de vouloir superposer se créent des difficultés. Ce qu'il faut, c'est vraiment dédier un temps au jeu et dédier ensuite un temps à la manière d'exploiter ce qui s'est passé dans le jeu. Et c'est ça qu'on fait dans le cadre d'un débriefing, à travers les quatre questions que je vous ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire une question sur le ressenti, une question qui est en lien avec l'objectif pédagogique, une question qui est en lien avec qu'est-ce que vous avez le sentiment d'avoir appris, et ensuite une question qui est en lien avec comment on pourrait améliorer l'activité. Toutes ces questions-là vont aller puiser des réponses finalement dans l'expérimentation qui a été faite avec le jeu. Mais si vous amenez ces éléments trop tôt, c'est-à-dire si la personne qui assure l'activité vient en permanence ramener des objectifs pédagogiques pendant qu'on est en train de jouer, on crée une espèce d'hybridation qui, qui peut à tout moment tuer le jeu. Donc en fait, Brougère n'a pas réellement tort quand il dit est-ce qu'on peut les superposer. euh, Quand il pose cette question-là, en fait, on se rend compte que c'est très compliqué. Donc, notre stratégie va consister à contourner cette difficulté en apposant les éléments côte à côte. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que on va poser d'abord le jeu, on fait tout pour que le jeu soit bien animé, bien exécuté, et ensuite on débriefe. Cependant, quand on est dans le cas de la soupe à l'oignon, ce qui a été fait, c'est que on a des micro-débriefings qui sont proposés durant l'activité. Alors, vous jouez avec la console et puis ensuite vous discutez entre vous. Néanmoins, globalement, vous êtes toujours dans le jeu en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces débriefings servent à améliorer vos performances dans la phase où vous êtes sur la console de jeu. Mais les débriefings s'inscrivent toujours dans le jeu. En fait, c'est un jeu qui alterne une phase où on est sur la console et une phase où on réfléchit à ses stratégies. Le véritable débriefing, si vous voulez, celui qui permet d'aller sur les quatre questions qui sont sur
ce que vous avez ressenti, ce que vous avez le sentiment d'avoir appris, etc., etc., c'est l'animateur ou l'animatrice qui va le proposer à la fin de la séquence. Donc, il y a deux niveaux, si vous voulez, au niveau de ces débriefings. Il y a le débriefing qui sert le jeu, et puis le débriefing final qui, lui, va servir la phase utilitaire. Alors, je vois des réactions. Sofiane, un débrief de mi-parcours. Alors, le débrief de mi-parcours, moi, je l'ai opéré dans le cadre de la semaine intensive, mais les débriefings de mi-parcours cloisonnaient en fait une nouvelle séquence de jeu. C'est-à-dire, le premier jeu que je vous ai proposé, c'était Unlock, qui était le jeu de cartes. Je vous ai fait un débriefing, si vous voulez, et ensuite on est passé sur le jeu Overcook. Donc en fait, le fait de passer d'un jeu à un autre jeu, et en ayant finalement un débriefing de Unlock qui était intermédiaire et qui permettait de faire la transition avec le nouveau jeu, est tout à fait possible. Là où ça devient compliqué, c'est de faire au sein d'un même jeu un débriefing intermédiaire. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais c'est un exercice qui, à mon avis, est difficile à mettre en œuvre. Il faut avoir de la pratique et de l'expérience. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez essayer de le faire en tout cas. Vous me direz si vous y arrivez. Alors après, ta question sur les mises en abîme successives entre jeu et utilitaire. Alors oui, en fait ici on a deux niveaux. C'est-à-dire qu'on a le niveau où on joue sur la console et on a le niveau où on joue lorsqu'on fait le débriefing à améliorer sa stratégie. Alors quand on passe d'un niveau à un autre comme ça, on a un terme, c'est ce que emploie Sébastien Alain, qui est la notion de métalepse. La notion de métalepse, c'est quand on passe en fait à l'origine d'une diégèse de film à une autre diégèse. Exemple, vous regardez un film dans lequel l'acteur est en train de regarder la télévision dans laquelle se projette un autre film. Donc, vous, en tant que spectateur de ce film, vous avez la première diégèse qui est l'acteur qui regarde la télé et la deuxième diégèse qui est le film qui est projeté par la télévision. Et donc, le fait de passer d'une diégèse à une autre diégèse, c'est ça qu'on appelle une métalepse. Vous avez aussi un phénomène de métalepse quand, dans un film, vous avez le quatrième mur qui est brisé par exemple, euh, un acteur qui se retourne et qui interpelle le spectateur, avec notamment le regard caméra. Et là, vous avez aussi un phénomène à une autre ou à un autre monde, c'est-à-dire ça peut être le monde réel vers la diégèse, ou à un autre monde, c'est-à-dire ça peut être le monde réel vers la diégèse, ou une diégèse vers une autre diégèse, et ainsi de suite. Et là, en fait, dans le cadre de l'activité de jeu de la soupe à l'oignon, vous aviez la possibilité de passer dans l'univers d'Overcook, qui correspond à une diégèse, vers votre univers dans le monde quotidien qui était toujours inscrit dans le cadre du jeu, qui était votre débriefing pour améliorer votre stratégie. Et cette diégèse-là était portée par le challenge que je vous avais introduit au départ, qui était l'histoire des restaurants, c'est-à-dire de cette histoire qu'il n'y aurait qu'un groupe qui pourrait prendre le lead sur un véritable restaurant universitaire qu'on voulait mettre en place et qui allait produire de la soupe à l'oignon. Donc je vous avais proposé en fait une diégèse dans le cadre de la partie introductive de l'activité, et vous aviez une deuxième diégèse qui était le jeu lui-même qui était proposé avec l'univers d'Overcook et qui, lui, correspondait donc à une deuxième diégèse. Et vous, le fait de passer de votre débriefing à l'univers du jeu, vous faisiez des métallettes. Voilà, j'espère que ça correspond à ta question, Jérôme. Et ces métallettes correspondent effectivement à des formes de mise en abîme successives. Tout à fait. Alors, euh, si je passe à la question enfin au slide suivant, euh, donc maintenant on a évoqué ces aspects qui sont liés à la manière d'opérer, on doit se poser la question finalement pourquoi faire usage du jeu sérieux en situation formelle? Pourquoi dépenser autant d'énergie à mettre en place de telles séquences ludopédagogiques? Euh, C'est-à-dire que la question de fond qu'on doit se poser, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ça, c'est toujours la question que vous devez avoir en tête lorsque vous vous posez la question de vous engager dans un projet ludopédagogique.
moi, ce que j'ai l'habitude de conseiller à toutes les personnes qui s'engagent dans un projet de jeu sérieux, c'est d'abord de se demander, est-ce qu'on répond à un véritable besoin? C'est-à-dire, est-ce que le jeu peut être une réponse à une question qui est compliquée? C'est-à-dire, si c'est pour expliquer quelque chose qui marche déjà bien par une autre approche pédagogique, franchement, est-ce que ça vaut le coup? Peut-être pas. Par contre, si c'est pour répondre à une difficulté, par exemple un point sur lequel les apprenants n'arrivent pas à bien comprendre, ou en majorité on a des apprenants qui décrochent, qui regardent par la fenêtre, qui sont ennuyés, là on peut se dire peut-être que le jeu peut être une réponse. On peut aussi voir le jeu comme une réponse face à des évaluations. Si par rapport à un point de votre cours, vous voyez que vos évaluations sont toujours très faibles. Euh, C'est-à-dire que les scores de vos apprenants sont très faibles en termes d'évaluation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris. Et donc, c'est sur ces aspects-là qu'il convient de se dire, est-ce que le jeu peut être une réponse? Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est de s'intéresser finalement aux finalités que l'on vise lorsqu'on met en place une activité de jeu sérieux. Alors, je m'explique. Quand vous faites un jeu dédié au divertissement, la finalité, c'est le bien-être. C'est-à-dire que le circuit de la récompense que vous activez, c'est celui du bien-être. Voilà. Vous vous êtes détendu, vous vous êtes diverti, vous vous êtes fait du bien d'une certaine manière. Par contre, quand vous vous inscrivez dans le cadre d'une activité de jeu sérieux, en fait, la finalité n'est pas le bien-être. Le jeu, le bien-être, d'accord, c'est un moyen de s'engager à la véritable finalité que vous visez, qui est la production d'efforts orientés vers un but. Donc en fait, le fait qu'on éprouve du bien-être lorsque l'on est en train de jouer, c'est un plus, mais ce que l'on vise surtout, c'est de procurer chez les apprenants l'engagement nécessaire pour passer de cet étage du jeu au niveau utilitaire, en fait, du niveau du jeu au niveau utilitaire. C'est ça que l'on vise. Et il faut bien l'avoir en tête. C'est-à-dire que le jeu n'est pas une fin en soi. Le jeu, c'est juste un moyen. Donc, c'est pour ça que cette image de la fusée est intéressante parce que, en fait, c'est ce qui va vous permettre de propulser les apprenants vers le niveau utilitaire. Il faut le voir comme ça. Et donc, à partir de là, quand on fait ce qu'on appelle du serious play design, donc c'est-à-dire quand on design une activité de jeu sérieux, donc il s'agit d'aller chercher une forme de motivation chez les apprenants, et les stratégies sont basées sur la recherche de ces motivations. Donc, ce qu'on peut établir en fait comme correspondance, c'est que on a en fait dans le cadre du mémoire de HDR que j'ai défendu la semaine dernière, c'est qu'on a en fait des stratégies qui sont en lien avec le jeu sérieux qu'on peut mettre en correspondance avec des stratégies que l'on retrouve dans le cadre en fait de l'éducation. Donc par exemple les conditions de VIO qui sont en fait des approches qu'il utilise lorsqu'il fait cours pour motiver ses élèves, peuvent correspondre à des stratégies que l'on retrouve ou que l'on essaye de mettre en œuvre dans le cadre du jeu sérieux. Et on a des correspondances. Donc, par exemple, la notion de contrôle chez Malone, que l'on retrouve dans le jeu, l'utilisation du jeu, la notion de contingence de Peterson, les propriétés et les possessions chez Chou, sont des éléments qui correspondent en fait chez Vio à responsabiliser en permettant de faire ses choix, en permettant de faire des choix. Ensuite, la notion de défi, de challenge, ça aussi, c'est un point qu'on retrouve aussi bien sur les aspects de Vio que sur les aspects de game design. Ensuite, vous avez la notion de flow, vous avez la notion de période de temps suffisante. Voilà. Chaque fois, on retrouve des correspondances. Et il y a néanmoins le caractère interdisciplinaire
chez Vio dont je n'ai pas trouvé à mon niveau de correspondance au niveau du jeu. Peut-être que vous verrez des passerelles. Ce sont des choses que vous pouvez vous amuser à explorer ou à éprouver. Alors, donc ça répond peut-être à la question de Jérôme Nicolas, qui disait: je vois des mises en abîme successives entre les aspects utilitaires et le jeu. Bah, on voit que effectivement, ces mises en abîme s'inscrivent au niveau des théories de la motivation sur des correspondances, en fait. Et donc, on a l'impression que quand on est face à du jeu, ou quand on est face à une séquence pédagogique, ou un enseignement, ou une formation, finalement, on est sur des choses qui sont extrêmement similaires. Et ça ne nous surprendra pas dans la mesure où, en fait, quand on regarde, par exemple, le système ESAR que nous avons vu lors des cours précédents, on voit que dans les jeux et les jouets, on détecte un potentiel utilitaire dans le jeu. En fait, le jeu, on se rend compte que c'est quand même fortement lié aux apprentissages. Et ça, c'est ce que nous confirme notamment André Tricot, par exemple. Alors, je me pose 2 minutes pour vous laisser réfléchir si vous avez des questions avant de continuer. Et je vais en profiter pour répondre à la question de Sofiane qui dit: j'ai assisté à un escape game à l'INSPE vendredi dernier. Les élèves n'ont pas pensé à réutiliser certaines notions de cours. Est-ce que le serious game peut enfermer l'apprenant dans sa condition de joueur? Alors, on va y répondre à cette question, Sofiane, parce qu'on va effectivement voir que dans la fusée, on peut rester coincé à l'étage du jeu. Et donc ça, c'est une très belle transition pour la suite. Alors, donc, lorsque je vous parle de correspondance, de mise en correspondance entre les aspects stratégie en lien avec la conception d'un enseignement ou la stratégie en lien avec l'élaboration d'un jeu sérieux, on voit qu'il y a d'autres mises en correspondance qui peuvent être établies, que vous pouvez prendre le temps de lire à tête reposée. Et voilà le schéma sur lequel on va pouvoir discuter, notamment suite à la question de Sofiane. On a ici donc un résumé de ce que je viens de vous expliquer. Le schéma idéal, quand on veut faire du jeu sérieux, qui correspond à la question pourquoi, hein, pourquoi on cherche à faire du jeu sérieux, c'est l'idée de se dire qu'on va prendre les apprenants, on les amène sagement au niveau du jeu, et qu'ensuite, du niveau jeu, on veut les amener au niveau utilitaire. Le levier étant la motivation. Voilà, la motivation d'abord pour s'engager dans le jeu, et ensuite une motivation pour s'engager dans la dimension utilitaire. Néanmoins, ce qui se passe dans la réalité, c'est bien souvent différent. Ici, vous avez par exemple une typologie des comportements observés face à du jeu dans le cadre d'un serious game qu'a étudié Lydia Martin. Et en fait, il s'agit d'un serious game qui a été déployé pour former des cadres. Et elle s'est aperçue qu'elle avait, parmi les personnes, les apprenants, 4 catégories finalement d'individus à la sortie de cette activité. Il y a eu d'abord les personnes qui se sont inscrites dans une attitude ludique, qui prenaient plaisir à jouer et à négocier des règles. Ça, c'était en bleu, en haut à gauche. Ensuite, il y a des personnes en orange qui ne sont pas rentrées dans le jeu. Ils se sont sentis évalués par des pairs ou par l'instructeur. Donc là, c'est la dimension utilitaire qui a pour eux pris le dessus. Ensuite, il y a des personnes qui se sont senties exclues du jeu ou par les autres joueurs, peut-être parce qu'ils n'étaient pas assez forts, assez compétents selon les autres. Donc ça, c'est un peu ce qu'on aurait pu voir avec la soupe à l'oignon. Peut-être que des personnes qui n'étaient pas en capacité de faire la vaisselle assez vite ou de couper les oignons assez vite auraient pu se voir exclure de la partie par d'autres joueurs. Et enfin, dernière catégorie que Lydia Martin a identifiée, ce sont des personnes qui passent finalement outre le jeu et qui s'inscrivent directement dans la partie utilitaire. Donc ça veut dire que, de manière concrète, on a, il faut avoir ça en tête, on a des profils de joueurs ou on va dire d'apprenants plutôt, plus exactement, qui sont multiples. Il ne faut pas penser que
chacun est, comment dirais-je, conforme à un modèle standard et que tout le monde va réagir de la même manière. On a tous un vécu, on a tous un passé, un vécu, une histoire, une certaine façon de percevoir le monde, et puis on s'inscrit aussi dans un contexte. Et en fonction du contexte, si on est évalué, pas évalué, on va réagir de manière différente. Et donc, ça veut dire que concrètement, si on reprend notre exemple de la fusée, la réalité est plus proche de ça. C'est-à-dire que on a certes quelques apprenants qui vont passer sagement du niveau du jeu au niveau utilitaire dans la fusée, mais on a aussi des gens qui vont passer directement au niveau utilitaire sans passer par le jeu. Et là, Sofiane, ça répond à ton point. C'est des personnes qui risquent aussi, ce sont notamment les gamers purs et durs, qui risquent de ne pas vouloir sortir du jeu, qui restent dans l'étage de la fusée qui correspond à la partie rouge, qui veulent rester dans le jeu. Et puis, il y en a aussi qui décident de ne même pas monter dans la fusée, qui restent ce qu'on appelle les disruptifs. Ce sont les personnes qui vont carrément se mettre en opposition par rapport à l'activité proposée, qui vont présenter des résistances. Et donc, soit pour des raisons légitimes, ou soit, comme tu le dis, Soufiane, parce qu'ils n'ont pas le savoir-faire, ou le pouvoir-faire, ou le vouloir-faire. Ce qui nous ramène à ce qu'on appelle le modèle sémiotique du gameplay, et ça, on va en parler de Sébastien Gingot. Donc, à partir de là, vous êtes face à, voilà. Alors, Jérôme, tout à fait, c'est la question, quelle attitude adopter face à ces disrupteurs? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, d'abord, c'est dialoguer, c'est comprendre pourquoi il y a un refus de s'engager dans l'activité. Alors, souvent, le disrupteur, d'après ce que nous dit Markensky, alors Markensky, c'est lui, hein, c'est celui qui a fait le modèle de gamification User Type de Decade, qui en fait identifie différents types de personnes qui s'engagent dans une activité. Et les disrupteurs, en général, ce sont des personnes qui veulent, par défaut, modifier ce qu'on propose. C'est dans leur nature. Alors, pour quelles raisons ça on ne saura pas dire. Ce serait de l'ordre d'une psychothérapie, peut-être, d'une psychanalyse, si on y croit. Mais là, en fait, c'est l'idée de se dire que la personne, elle est peut-être en opposition par rapport à l'autorité, par rapport à un système organisé, par rapport à une situation formelle. Donc, souvent, ce que j'utilise comme approche quand ça m'arrive, c'est de proposer à ces personnes-là, de leur proposer un rôle qui soit différent des autres. Ça peut être soit de m'assister dans l'activité, c'est-à-dire de co-animer l'activité avec moi, ou alors d'être observateur de l'activité et de me dire ce que la personne a vu, d'aider au débriefing, bref, de trouver un rôle qui soit un peu dans la tour de contrôle, si je pourrais dire, de la fusée. C'est-à-dire, à défaut de monter dans la fusée, on va lui donner un rôle qui va être périphérique, mais qui peut néanmoins être utile d'un point de vue pédagogique, évidemment, puisqu'il ne faut pas perdre de vue que notre objectif, c'est d'atteindre les objectifs du scénario pédagogique. Donc, tout ça, ça demande en fait de négocier, et c'est un véritable dialogue qui s'instaure en permanence, en fait, entre le joueur et la personne qui propose l'activité. Donc, pour pouvoir donc mettre en œuvre ce dialogue, en fait, on comprend bien qu'on ne peut pas se passer de médiation humaine. Ou du moins, si on s'en passe, c'est-à-dire si on décide de proposer juste un jeu et que la personne ou les apprenants doivent utiliser le jeu de manière autonome, donc on peut dire qu'on va peut-être diminuer les chances d'atteindre les objectifs utilitaires qui sont visés. Au contraire, si on fait appel à de la médiation humaine, on maximise ses chances d'atteindre les objectifs utilitaires. Donc, à partir de là, la notion d'accompagnement, telle que moi je les perçois, c'est du côté de Guy Le Boterf qu'on peut aller les chercher. Donc, si vous tapez sur Internet, vous allez rapidement trouver la référence, hein, 1993, page 95. Et sinon, vous avez aussi
la notion de médiateur pédagogique que j'emprunte à Nicole Tremblay. À partir de là, on est plus dans un schéma qui ressemble à ça. C'est-à-dire que le maître du jeu, sérieux, le MJS, d'accord, durant la deuxième phase de l'activité, c'est-à-dire lorsqu'on anime l'activité, il doit faire en sorte d'aider les apprenants à utiliser le jeu, mais il doit faire en sorte aussi que la fusée s'oriente bien vers les objectifs qui sont visés. Si on voit qu'on s'écarte trop, il va falloir, de manière habile, repositionner cette fusée, mais sans tuer le jeu. C'est ça toute la difficulté. Alors, je parlais du modèle sémiotique du gameplay tout à l'heure. Euh, c'est en fait à la base un modèle donc, que Sébastien Ginvaux a produit en 2006 et je l'ai développé en 2007 dans le cadre de ce modèle qui s'appelle l'espace potentiel d'apprentissage ludo-éducant. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la rencontre entre un apprenant et un tuteur, c'est un espace potentiel d'apprentissage. La rencontre entre deux individus. D'accord? Et en fait, ce qui est important pour un apprenant, c'est d'abord qu'il sache ce qu'il doit faire, c'est le devoir faire. Ensuite, qu'il sache, qu'il puisse, euh, qu'il veuille le faire. Donc, qu'il puisse ensuite savoir le faire et enfin qu'il puisse le faire. Voilà, donc c'est devoir faire, vouloir faire, savoir faire, pouvoir faire. C'est cette boucle-là qui doit être interrogée en permanence. Donc, quand on assure une activité de type MJS, de maître jeu sérieux, il faut toujours avoir à l'esprit ces quatre questions. C'est-à-dire, d'abord, sur le plan du devoir faire. Est-ce que les consignes que j'ai données sont claires pour tout le monde? Ça, c'est le premier point. Est-ce que tout le monde comprend les objectifs? Est-ce que tout le monde sait vers quoi on veut aller? Voilà. Deuxième point, si on revient sur le modèle ludo-éducant, c'est le vouloir faire. C'est là où on fait le tri entre les destructifs et les autres, ceux qui veulent s'engager dans la fusée, ceux qui ne veulent pas s'engager. Si les personnes ne veulent pas s'engager, il faut essayer de comprendre pourquoi et essayer donc de faire à ce moment-là ce qu'on appelle une pédagogie différenciée, c'est-à-dire leur attribuer une autre forme d'activité qui va être parallèle, mais qui doit quand même malgré tout être raccrochée à l'activité principale, parce que sinon vous allez, en tant qu'animateur ou animatrice, rencontrer des difficultés. Vous allez devenir là schizo, puisque vous allez devoir gérer deux activités en parallèle, et si elles sont vraiment sans rapport l'une avec l'autre, vous allez faire des allers-retours entre deux choses qui sont complètement déconnectées. Donc c'est très difficile en tant que MJS. Donc il vaut mieux, malgré tout, maintenir des liens. C'est cette fameuse tour de contrôle de la fusée. C'est un peu cette image-là qu'on pourrait prendre. Ensuite, une fois que les gens sont d'accord, bah, il faut savoir s'ils ont le stock de connaissances pour faire ce qu'on demande. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire je veux, il faut encore qu'on puisse le faire. Donc là, ça passe d'abord par le savoir-faire, c'est-à-dire par les connaissances, et ensuite de pouvoir le faire. Le pouvoir-faire étant aussi lié au contexte. Est-ce qu'on nous donne les outils pour pouvoir le faire? Est-ce que le jeu fonctionne? Est-ce qu'on a la connexion Internet, etc., etc. Et souvenez-vous de ce qu'on avait vu lors du cours précédent, on avait parlé de Winnicott. Et Winnicott, c'est quoi? Quand on parle d'un jeu, on sait que c'est une ère intermédiaire d'expérience entre le dehors et le dedans. Le dehors signifiant le jeu, le dispositif de jeu qu'on propose, et le dedans, ce qui est nous, ce qui nous compose de nous. Et tout ça, c'est toujours en fluctuation permanente. Donc en fait, on est toujours en train de fluctuer par rapport à différents paramètres. Et donc en fait, cette rencontre entre l'apprenant et le tuteur, si vous voulez, c'est quelque chose qui est en dialogue permanent. Et en fait, la fonction de maître du jeu sérieux, c'est de toujours s'assurer qu'on a bien ce modèle sémiotique qui est rempli, c'est-à-dire qu'on est en permanence, on a l'assurance que la personne, les apprenants ont la possibilité de faire, veuillent faire, sachent faire, et
et qu'ensuite, nous, on oriente bien cette fusée vers les objectifs utilitaires. Donc, c'est un travail qui, intellectuellement, demande beaucoup de concentration et beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie. En général, quand on a fait une activité de cet ordre-là, euh, on est fatigué. On ne va pas se le cacher. Donc, c'est pour ça que pour des personnes qui voudraient faire de la ludopédagogie tous les jours, je ne le conseille pas. Il faut que ce soit un moment rare et vraiment utilisé à bon escient pour des choses qui en vaillent la peine, au regard de l'énergie que ça demande pour préparer l'activité, pour la mettre en œuvre et ensuite pour pouvoir euh, l'évaluer. Donc, maintenant qu'on a parlé de ces aspects de médiation, quels sont les différents types d'accompagnement qu'on peut imaginer? Les accompagnements, on a trois grandes familles d'accompagnement. Donc, elles s'appellent R, D et U. R pour réaliser, D pour diffuser et U pour utiliser. Et ça, c'est des accompagnements que vous devez toujours avoir en tête lorsque vous faites un projet de jeu sérieux. Vous devez d'abord, sur le plan de la famille, celle-ci au niveau des aspects culturels du jeu et des aspects artistiques, vous avez toutes les ressources nécessaires. Est-ce que vous les avez soit en vous, ou soit au travers des personnes qui vous accompagnent dans le projet? De la même manière, vous devez vous poser la même question sur la manière de manager votre projet. Qui dirige ce projet? Comment ça se passe? Est-ce que les objectifs sont clairs? Etc. Ensuite, il y a la notion de conception. Est-ce que vous êtes à même de savoir faire à la fois le scénario pédagogique, mais aussi le jeu? Donc moi, ce que je préconise pour les personnes qui ne sont pas à l'aise dans la conception de jeu, c'est vraiment d'utiliser la technique du serious gaming ou de la dégamification. C'est-à-dire partez d'un jeu existant et concentrez-vous essentiellement sur les aspects de pédagogique. Ça, c'est là où vous devez être le plus à l'aise dans votre zone de confort. Si vous avez un peu plus de mal avec le jeu, n'hésitez pas à utiliser des jeux existants. De toute façon, il faut savoir que c'est très difficile de créer un jeu. On part en général de sources d'inspiration. Personne n'invente réellement un jeu. On part toujours de choses qui existent. Donc si ça peut vous lever quelques freins, voilà, par rapport au serious gaming, voilà, dites-vous que personne n'invente réellement un jeu. C'est très très rare. Il y en a très peu en fait. Ensuite, il faut être accompagné sur les aspects de financement et administratif. Par exemple, si vous lancez un jeu dans un écosystème comme une école, qu'est-ce que vous avez le droit de faire? Quels sont les leviers financiers que vous avez à votre disposition? Voilà, tout ça, il faut vraiment que ce soit posé à plat avant de vous lancer dans l'activité. Ensuite, évidemment, vous allez pouvoir tester et évaluer. Alors là, ce que je vous recommande, c'est que vous fassiez, dès que vous avez posé les idées de votre séquence pédagogique, ben, vous passez très vite à la pratique, même avec des éléments non finalisés, pour tester les concepts, pour tester vraiment si ça fonctionne et si vous arrivez bien à orienter votre fusée vers la cible que vous avez définie. Ensuite, il y a le support pédagogique qui doit être étudié, c'est-à-dire que vous n'avez pas que le support pédagogique qui s'insère dans le jeu, par exemple la soupe à l'oignon, hein. Vous avez le support pédagogique aussi qui peuvent être d'autres éléments qui sont proposés en parallèle. Par exemple, quand on propose de faire des micro-débriefings après chaque tour sur la console, il faut avoir prévu les tables, les chaises qui permettent à chaque groupe de se poser pour faire leur micro-débriefing. Ensuite, on pourrait très bien imaginer dans d'autres projets que vous ayez aussi peut-être des cartes, des paperboards, des pions, des dés qui soient associés aux différentes phases de la séquence ludopédagogique. Donc tout ça, ça doit être réfléchi. Ensuite, le support pédagogique, c'est aussi des documents auxquels on peut amener les apprenants à se référer. Par exemple, on aurait pu imaginer que on propose différentes recettes de soupe à l'oignon et qu'il y en ait qui soient peut-être meilleures que d'autres, plus rentables que d'autres, en fonction des objectifs qu'on veut atteindre.
Et tout ça peuvent être des éléments qui rentrent dans dans la composition de notre activité. Enfin, vous pouvez intégrer aussi des aspects R&D. Ça peut être intéressant pour éprouver vos approches. Et puis, pourquoi pas des technologies numériques. Mais on est bien d'accord sur cette famille R, les 8 éléments, les 8 items que je vous ai évoqués là, ne sont pas forcément toutes à convoquer, tout dépend de votre projet. Si c'est un projet qui se joue, on va dire, de manière analogique, vous n'avez pas besoin de R&D en technologie numérique. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses que vous devez calibrer en fonction de votre propre projet. Alors, une réaction de Jérôme. Je confirme pour l'avoir fait pendant quelques années avec l'école de l'ADN, on dort bien mieux le soir. Alors, il faudrait que tu nous précises quoi. Qu'est-ce que tu confirmes en fait? Si tu peux nous préciser ton propos, Jérôme Nicolas. Et après, je vais enchaîner avec les deux autres familles. J'attends que ça rédige. Quand tu parlais de la séquence ludopédagogique fatigante sur la dia précédente. Oui, on dort bien le soir, oui, c'est vrai. Donc, de toute façon, il n'y a pas de secret. Dans les conditions de Vio, il faut savoir, je n'ai pas insisté là-dessus, mais il y a un point qui est important, c'est que l'un des principaux leviers motivationnels, c'est la personne qui assure la médiation. C'est-à-dire, c'est vous. Et en fait, plus vous communiquez d'énergie dans la séquence, évidemment, plus vous avez des chances d'atteindre les objectifs et de motiver les gens qui sont face à vous parce qu'ils vous sentent investis, passionnés. Et donc, il n'y a pas de secret. Ce que vous donnez d'un côté, ça correspond à de la dépense énergétique de l'autre. Donc, évidemment, si vous avez bien fait votre activité, normalement, vous devez être bien fatigué à l'issue de l'activité. Après, évidemment, il y a un rodage qui s'opère. Hein. Donc, au début, vous êtes vidé dans les premiers temps, mais à force de pratiquer et de maîtriser votre séquence ludopédagogique, vous verrez que bon, vous pouvez quand même arriver à moins vous fatiguer. Mais au début, c'est vrai, ça va être éprouvant. Comme le dit Jérôme, vous êtes vidé. Ça, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, ça veut dire que vous êtes en train de donner quelque chose. Ça, c'est plutôt positif. Alors, je continue avec le modèle RDU. Donc, vous avez deux autres familles. Donc, la famille D, qui est la famille dédiée à la diffusion de votre service game, de votre jeu sérieux, de votre dispositif de jeu sérieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la diffusion, c'est pas uniquement imaginer le modèle éditorial dans lequel, le modèle d'édition, pardon, éditeur, je vais y arriver, dans lequel vous imaginez un jeu que vous allez vendre. La diffusion, ça concerne même des jeux qui sont gratuits. Je m'explique. Quand vous allez utiliser un jeu au sein d'un écosystème, au sein d'une école, il faut déjà préparer le terrain. Il faut que le jeu soit accueilli. Donc pour le faire, il va falloir faire un accompagnement général au changement dans l'écosystème en question. C'est-à-dire préparer vos collègues, préparer les parents d'élèves si vous êtes dans une école, préparer peut-être la directrice ou le directeur de l'établissement. Tout ça, ça doit être prévu aussi dans votre projet. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas arriver la bouche en cœur en disant, voilà, dans le cadre du DU à PLJ, j'ai préparé ce projet, il est super, hop, on le met en place. Non, il faut que tout l'écosystème soit prêt à l'accueillir, ce projet. Sinon, ça ne marchera pas. Ensuite, il y a des aspects de coaching et marketing à prévoir. C'est-à-dire comment vous le vendez, votre projet, comment vous pouvez vous faire accompagner pour le vendre au mieux, ce projet. Ça doit être également pris en compte dans l'élaboration de votre projet. Ensuite, ok Sofiane, tu fais ça demain, c'est super. Ensuite, sur les aspects économiques. Donc les aspects économiques, euh, certains m'ont dit oui, mais moi je fais un jeu gratuit, je ne vois pas pourquoi il faudrait faire une réflexion sur un modèle économique concernant un jeu qui est diffusé gratuit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez imaginer de devoir dupliquer votre jeu ou en faire des mises à jour. Si votre jeu est cassé ou abîmé lors d'une activité, si vous n'avez plus de ressources financières pour pouvoir en refaire un ou le réparer,
C'est dommage. Donc, il faut quand même essayer de voir quels sont les modèles économiques. Les modèles économiques ne sont pas forcément financiers. Basés sur l'argent, vous pouvez aussi avoir des modèles économiques basés sur du temps donné par d'autres personnes ou de la donation en termes de jeux. Vous pouvez aussi faire une collecte de jeux ou de jeux de société, par exemple, que vous allez ensuite pouvoir mobiliser pour faire votre activité de jeu sérieux. Alors, ensuite, dans la publication Alvarez 2017, y a-t-il un détail du tableau? Alors, il y a un article que je peux vous transmettre qui détaille le modèle RDU, si vous voulez, avec des exemples étayés. Tout à fait, Jérôme, je peux vous le transmettre. Alors ensuite, les aspects politiques. Alors ça, les aspects politiques, bon, tout dépend à quel niveau on se situe, mais les aspects politiques peuvent des fois être nécessaires dans certains écosystèmes. Par exemple, pour quand vous visez une école au sein de l'école, vous pouvez voir avec le directeur ou la directrice de l'établissement. Mais par contre, si vous commencez à vouloir faire la diffusion de votre approche dans plusieurs écoles, ou toucher une école qui n'est pas forcément la vôtre, ou un hôpital qui ne serait pas le vôtre, là, des fois, de pouvoir s'appuyer sur des leviers politiques qui vont permettre euh, d'appuyer votre propos peuvent être précieux. Donc, c'est un levier sur lequel vous pouvez jouer. Et enfin, un point qui est très important, c'est les retours d'expérience. Dites-vous que même un projet finalisé, ça doit être quelque chose sur lequel vous capitalisez à chaque fois pour tirer des enseignements et permettre en fait de vous améliorer pour les prochains projets. Donc pensez à faire des études post-mortem de tous vos projets. Même un projet qui est finalisé, même un projet qui est simple, qui pour vous euh, ne se refera plus jamais, c'est pas grave. Posez-vous des questions par rapport à ce qui s'est passé, évaluez les retours d'expérience. N'hésitez pas à revenir sur les apprenants, enfin auprès des apprenants quelques temps plus tard pour savoir ce qu'ils en ont retenu. Et vous allez voir que c'est extrêmement riche d'enseignements. Enfin, on arrive à la dernière famille, qui est la famille U. Et la famille U, c'est la famille qui est utilisée notamment dans la phase où on anime le jeu, puisque c'est la famille qui nous sert à utiliser le service-game et à lire et à interpréter les service-games. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'aider sur le plan technique, il faut aussi pouvoir aider à interpréter et à lire un jeu. Euh, c'est comme un texte, c'est comme une revue de presse, comme une chanson, comme un film. Il peut y avoir différents niveaux de lecture et les personnes qui sont engagées dans l'activité ne les perçoivent pas forcément. Je dirais que c'est même plus difficile des fois pour des personnes de les percevoir parce que en fait, quand on est avec une manette en main, on est très engagé dans les objectifs à atteindre et c'est très difficile d'avoir une lecture périphérique. Donc, il faut en permanence avoir des leviers pour vous aider à interpréter et lire le jeu tel qu'il est attendu par rapport aux objectifs du scénario pédagogique. Alors, voilà pour le modèle RDU. J'en profite donc pour lire les textes dans le clavardage. Donc, Sofiane nous dit, pour demain, je vais faire de la sensibilisation aux médias à travers une expérience de coopération sur un jeu indé. Eh bien, écoute, Sofiane, moi, je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Et si tu peux nous en faire un petit compte-rendu à l'issue de ton activité, ça serait vraiment génial. Donc, tu nous diras. Alors, j'imagine que tu es en train de rédiger la réponse. Donc, pendant ce temps, j'enchaîne avec le slide suivant. Donc, pour vous dire que, en fait, dans le cadre de l'accompagnement et la médiation, évidemment, c'est la phase, la famille U qui va nous intéresser principalement, puisque c'est vraiment cette activité-là, c'est le cœur de notre activité, puisqu'on ne réalise pas forcément le dispositif, parce que ça c'est fait en amont, on ne le diffuse pas parce que ça c'est préparé en amont. Quand on est vraiment dans l'activité, on est dans la famille U, et dans cette famille U, donc vraiment, c'est, j'insiste encore une fois, c'est là où on fait tout
pour mettre en place des stratégies motivationnelles pour permettre en fait aux personnes de s'engager dans l'activité de jeu, mais toujours en ayant cette fusée en tête, hein, c'est-à-dire de passer du jeu à la dimension utilitaire. C'est ce schéma-là qu'il faut avoir en tête. Ok, alors, donc, maintenant, si on fait un schéma éclaté de ce qu'il y a dans la fusée, ça nous amène à évoquer la notion de dispositif. Alors, la notion de dispositif, ce qu'il faut savoir, vous pourrez zoomer dans l'image quand vous aurez le PowerPoint, on a ce qu'on appelle la chaîne de valeur du service game, c'est-à-dire les personnes qui nous ont permis de fabriquer le service game ou le jeu. Donc, cette chaîne de valeur, on la trouve dans la figure 1 que vous avez en haut de l'image. Donc, c'est cette longue chaîne qu'on trouve. Cette chaîne de valeur est composée de personnes qui vont permettre en fait d'écrire, d'imaginer, de concevoir, de développer, de tester, de diffuser en fait le jeu. Ensuite, donc, on a notre GameBit, l'élément produit, ou les éléments produits. Ensuite, on a les règles. Ensuite, on a les objectifs utilitaires que l'on vise et le scénario pédagogique. Tout ça, y compris la personne qui représente le système formel, constitue ce qu'on appelle un dispositif. Donc la fusée, si on devait l'éclater, voilà ce qu'on trouverait dedans, de manière plus imagée. Et ensuite, il faut avoir l'idée que la notion de dispositif, c'est l'idée de contraindre. C'est-à-dire que quand on engage quelqu'un dans un jeu ou dans un apprentissage, en fait, on va lui imposer finalement de suivre un chemin bien précis, avec des règles, des objectifs qu'on va lui assigner. Donc, on inscrit la personne dans la contrainte. Si la personne ne veut pas rentrer dans le cadre, dans la fusée, ben on est face aux disrupteurs qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire aux personnes qui refusent de s'engager dans cette activité. Et en fait, ce qu'on peut lire maintenant, face à la notion de dispositif, c'est que ce sont des personnes qui, en général, n'aiment pas la contrainte, c'est-à-dire ne veulent pas rentrer dans un cadre qu'on leur propose. Et donc, c'est en étant en dehors de ce cadre-là, en leur proposant une place en dehors de ce cadre-là, qu'ils vont pouvoir s'épanouir. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la notion de contrôle de fusée est importante pour ces personnes-là, c'est-à-dire on ne les met pas dans la fusée, on les met à côté de la fusée, mais néanmoins il faut rester inscrit dans l'activité. Donc il y a une forme de contrainte, mais en leur donnant en contrepartie l'idée que n'étant pas dans la fusée, ils peuvent quand même faire l'effort de participer à l'activité. Donc en général, c'est un deal qui est accepté. Voilà. Alors, je vois des questions qui pleuvent. Donc, d'abord, Sofiane qui nous précise que l'activité qui sera faite demain, c'est pour des troisièmes cycles, 80 élèves à faire passer en 2 matinées. Waouh! Donc ça, c'est génial. Beaucoup de monde et donc beaucoup d'expérience, hein. Ça va être intense, ça. Ensuite, Jérôme qui nous dit, est-ce qu'on peut intégrer un jeu de plateau dans la flèche bleue à gauche? Alors, bien sûr, la fusée, je le redis à nouveau, ce n'est pas forcément un jeu numérique. J'ai pris l'exemple de la soupe à l'oignon parce que c'est un exemple que je vous avais fait vivre ensemble, mais évidemment, la fusée peut être de nature analogique, ça marche aussi bien. Il n'y a pas de souci hein, par rapport à ça. Vous ne focalisez pas avec moi sur les aspects numériques. C'est vrai que j'en parle beaucoup, mais je ne suis pas non plus sectaire. Et tout ce que je dis là, normalement, fonctionne pour du jeu analogique, voire aussi du jeu hybride, hein. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, vous aurez le PowerPoint. C'est une autre question qui m'a été demandée. Tout ça, je vous le donnerai avec plaisir, y compris l'enregistrement vidéo que vous pourrez consulter et revoir à loisir. Alors, juste pour préciser, il y a une notion qui s'appelle l'UX, l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, quand on développe en fait une application informatique, en général, on part de l'idée qu'on veut offrir en fait une interface et une expérience à la personne qui va utiliser l'application informatique. Bon, ben, quand on est dans le play design, ça correspond là pour le coup à de l'analogique,
Parce qu'en fait, ça nous vient en fait du design de parcs de jeux pour enfants. C'est-à-dire le fait de designer un parc de jeux pour enfants, des balançoires, un tourniquet, etc. On fait du play design, c'est-à-dire on va imaginer comment un lieu va être investi par des personnes pour faire l'objet d'activités de jeu. Et nous, quand on parle de serious play design, on va non seulement proposer un cadre dans lequel on va jouer, mais en plus, c'est dans l'idée d'atteindre un objectif utilitaire. Et qu'est-ce que c'est le Live X? Le Live X, c'est une expérience vivante, c'est-à-dire on va jouer cette activité qu'on va jouer, on ne va pas forcément la jouer uniquement avec une application informatique. On peut la jouer avec des balançoires qui nous sont proposés, on peut la jouer avec d'autres personnes qui sont inscrites dans l'activité. Et quand vous avez fait de la soupe à l'oignon, vous avez vécu une expérience de vie. Voilà. Et donc, à ce titre-là, on a fait du Live X. Voilà. Tout ça pour le différencier du UX, où là, on aurait été uniquement rivé sur un jeu vidéo, par exemple. Voilà. Donc, la notion de LiveX, c'est un concept qui est émergent. Donc, vous risquez de le voir apparaître de plus en plus. Et pourquoi il y a un D, LiveX D, c'est D pour design. C'est-à-dire que quand vous faites du serious play design, vous pouvez considérer que vous vous inscrivez aussi dans une activité de design de type LiveX. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Et en quoi consiste en fait le fait de designer des situations de jeu? Ben, c'est susciter la motivation chez les personnes qui vont vivre l'expérience proposée et les conduire, ça c'est très important, à un processus de transformation. Alors ce processus de transformation, on peut le voir un peu avec cette image-là. Donc vous avez des personnes qui sont contraintes de rentrer dans la fusée, qu'elle soit analogique ou numérique, mais c'est pour les amener à une transformation, c'est-à-dire acquisition de nouvelles connaissances, ou alors approfondissement de certains savoir-être ou savoir-faire, développement de soft skills, par exemple, etc., etc. Donc tout ça, ça s'inscrit bien dans l'idée d'une transformation. Néanmoins, cette transformation, elle s'opère aussi à différents niveaux si on se réfère à ce schéma où vous reconnaissez en fait le modèle ludo-éducant que je vous ai présenté tout à l'heure, mais qui a été repris par Jean Euth et qui lui en a fait un principe qui est beaucoup plus élargi, dans lequel il voit une association entre les concepteurs, tuteurs pédagogiques et finalement ce qui va se passer auprès d'une activité. C'est-à-dire que chaque fois que vous proposez une activité de jeu, ça correspond finalement à un processus de communication où tout vient se relier. C'est-à-dire que les gens qui imaginent l'activité, ils vont être impactés par ce qui va se passer auprès des apprenants quand ils vont faire cette activité. C'est-à-dire que les apprenants vont instrumentaliser l'activité à leur manière, ils vont personnaliser cette activité par le fait que ce soit eux qui le fassent avec leur propre vécu, avec leur propre expérience. Voilà. Et donc, du coup, on va arriver à une activité qui sera unique. Mais cette activité qui est unique va peut-être avoir des répercussions sur le design initial et amener les concepteurs à revoir leur copie et à modifier le dispositif. Et donc tout ça peut s'inscrire dans un cercle vertueux. Tout ça pour dire de manière très simple que les processus de transformation ne s'opèrent pas uniquement au niveau des apprenants. C'est aussi le médiateur ou la médiatrice qui va être impacté. Donc, elle aussi va être transformée. Elle va, par exemple, améliorer ses performances, son savoir-faire dans la manière de gérer une activité ludopédagogique. Ensuite, il y a le dispositif lui-même. Si on regarde à droite, vous voyez la fusée qui se transforme aussi. Vous allez l'améliorer, ce dispositif, de phase en phase, activité après activité. Et donc, tout ça pour vous dire que il serait très dommage que vous arriviez avec un prototype de projet de jeu qui soit uniquement en phase 1 lorsque vous nous le présenterez au mois de juillet. Idéalement, ce qu'il faudrait, c'est que le projet que vous nous présentiez en fin d'année soit
une itération, c'est-à-dire une version peut-être 4 ou 5 qui fera suite à tout un ensemble d'activités que vous aurez proposées pour tester votre dispositif. Voilà. Donc en clair, n'arrivez pas avec un dispositif non testé, essayez d'arriver avec un dispositif qui aura déjà été testé au moins à 4 ou 5 reprises. Tout ça pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est la meilleure façon d'améliorer votre dispositif par l'expérience que vous allez acquérir, par peut-être des choses que vous pouvez peut-être supprimer. Je m'explique. Si vous avez par exemple des lourdeurs dans la gestion de votre activité et que vous vous rendez compte que ce n'est pas si pertinent que ça, ben, c'est des choses que vous allez laisser tomber. Donc du coup, vous allez finalement vous concentrer sur l'essentiel parce que au vu de la fatigue, de l'énergie que demande en fait de mettre en place une séquence pédagogique, il va falloir que vous vous économisiez. Et pour pouvoir s'économiser, il faut donc faire des transformations dans votre dispositif, donc des fois des coupes franches dans la manière d'opérer. Et donc ça, c'est très intéressant de l'analyser après plusieurs itérations. Et pas d'arriver juste avec un concept de jeu que vous n'aurez jamais éprouvé. Parce que là, je dirais qu'on va être frustré dans la mesure où vous serez dans l'incapacité de nous dire si votre dispositif fonctionne réellement ou pas. Alors, je vois que ça suscite des réactions. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Euh, alors, Sofiane qui nous dit d'abord, j'ai des connaissances avant le jeu. Celles-ci vont être amenées à évoluer pendant le jeu et en ressortant, j'en aurai des nouvelles. Il y a des outils qui peuvent m'aider à gérer tout ça pendant le jeu. On y vient. C'est le modèle cépage que je vais vous représenter, mais que je vous avais déjà présenté lors de la semaine intensive. Alors ensuite, Jérôme qui nous dit, un peu comme le LXD pour Learning Experience Design, un pattern de conception dans le Learning Design qui consiste à mettre dans la conception une communauté de futurs apprenants. Tout à fait. Là, on est dans un courant qui est très proche. Le LXD, le LiveXD, tout ça, ce sont des choses qui convergent. En fait, l'idée, c'est vraiment de designer une activité. En fait. C'est ça qu'il faut comprendre. On design une activité. Et que ce soit le IDXD ou le LiveXD, c'est la même chose. Alors que quand on était dans l'UI, interface utilisateur, ou dans l'UX, on est plus dans designer un artefact. Voilà, si on peut faire une analogie. Ensuite, pour Suzon, avec retard. Bonjour. Ben, écoute, bonjour Suzon. Alors ensuite, on a Jérôme qui nous dit on est dans l'échange de savoir. Ok. Herbert et Suffrine. Alors écoute, Hébert et Suffrine. Alors je ne connais pas ces auteurs. Donc écoute, tu piques ma curiosité, je vais voir qui c'est. Si tu as quelques éléments ou indices à me donner, je suis preneur. Claire Hébert Suffrine. Très bien. Écoute, je prends bonne note. Je vais copier-coller tout de suite mon souvenir. Hop, génial. Et vous voyez, vous êtes en train de me transformer moi aussi dans cette activité. Réseau d'échange réciproque et de savoir et de création collective. Extrêmement intéressant. Ok. Ben, écoute, je vais aller voir Jérôme. Très bien. Alors, Sofiane nous dit, dans le cadre de ma question, je me positionnais en tant qu'utilisateur et non créateur, même si c'est important. Oui, alors, par défaut, si l'utilisateur n'est pas transformé à l'issue de l'expérience, c'est-à-dire que si ça ne lui apporte rien, on a de fortes chances pour que la personne n'ait pas envie de recommencer son activité. Hein. Ça, c'est clair. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'amener à lui permettre quand même une certaine forme d'évolution, que l'expérience soit un enrichissement d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors, donc Suzon nous dit, Sofiane, le cadre que pose le formateur pour l'animation du jeu est une partie de la réponse pour aider les participants, selon moi. Il faut l'aider, quoi, le pauvre petit. D'accord, donc je vous laisse faire vos private jokes et je continue mon cours. Donc, on a vu que la notion de dispositif,
Ce que représente la fusée, c'est quelque chose qui embarque tout un ensemble d'acteurs. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de dispositif. Que ce dispositif, selon les écrits d'Agamben ou de Eco, Umberto Eco, nous amène à une certaine forme de contrainte, et que cette contrainte doit évidemment nous amener à une transformation des apprenants, mais que cette transformation ne s'opère pas uniquement au niveau des apprenants, elle s'opère aussi au niveau du médiateur ou de la médiatrice, ainsi que du dispositif lui-même. Donc tout ça est un processus de communication. Et alors ce qu'on peut dire, c'est que tous ces éléments-là nous amènent à prendre en considération énormément de paramètres. Et donc la question que ça sous-tend, c'est comment on peut évaluer finalement une séquence de jeu sérieux pour l'améliorer. Et c'est là que je vous avais évoqué, lors de la semaine intensive, le modèle cépage, où on retrouve nos 3 temps pédagogiques de Nicole Tremblay, à savoir introduire l'activité, animer l'activité, débriefer l'activité, mais on va croiser ces temps-là avec 5 dimensions qui sont le contexte, l'enseignant ou l'enseignant, la pédagogie, sous-entendu le scénario pédagogique, l'apprenant et le jeu. Ce que maintenant on peut illustrer avec ces petits logos que nous avons vus durant le cours. C'est-à-dire que le contexte, c'est quoi? C'est d'abord le cadre dans lequel on va proposer l'activité, avec donc un objectif qui est visé globalement dans le cadre du contexte. C'est-à-dire pourquoi une école proposerait de la ludopédagogie. C'est peut-être parce qu'elle a envie de raccrocher un public d'apprenants qui a décroché. Donc ça peut être l'objectif global qui nous est donné par le contexte. Donc souvenez-vous que la séquence ludopédagogique n'est qu'une sous-partie du scénario pédagogique. Ça, c'est très important. Ensuite, l'enseignant ou l'enseignante est le représentant du système formel dans lequel on s'inscrit, dans la situation formelle dans laquelle on s'inscrit. Donc, cette personne-là propose le jeu et va l'animer. Alors, ça peut être un ensemble d'individus. J'ai mis enseignant, ça peut être au pluriel, et évidemment, je ne vous fais pas l'affront de vous dire que ça peut être aussi au féminin. C'est parce que je l'ai mis au masculin, mais j'aurais pu mettre, et j'aurais dû le mettre, enseignante aussi. Ensuite, pédagogie, c'est le scénario pédagogique. Donc à partir de là, on a le scénario pédagogique dans son ensemble qui répond ou qui fait écho à la séquence ludopédagogique que l'on propose. Donc comment les deux communiquent et sont reliés. Ensuite, on a les apprenants, les apprenantes qui vont aussi constituer une dimension. Et enfin, on a le jeu lui-même, qui peut être un jouet, analogique, numérique ou un jeu, c'est-à-dire un jeu avec objectif, avec règles, donc qui peut être analogique, numérique ou hybride. Donc une fois qu'on a ces éléments-là, l'idée c'est de passer en revue différents exemples de jeux. Donc là, on a par exemple un serious game, et je vais vous envoyer le lien pour pouvoir regarder comment le modèle cépage a été utilisé de manière concrète avec ce jeu-là et permettre du coup d'améliorer dimension par dimension les points faibles de la séquence ludopédagogique qui était proposée. De la même manière, je vous le propose avec un deuxième point qui est ce deuxième exemple qui est le jeu de Télébill. Vous allez pouvoir également découvrir dans les écrits que je vais vous faire passer. Et enfin, le dernier point qui est un projet de recherche qui s'appelle Bluebot, où là, on étudie des modalités, c'est-à-dire qu'on compare 3 approches différentes, où un même jeu sérieux a été décliné avec le corps, avec la tablette, avec le robot. Et on voit qu'en fonction des modalités, ou l'association de modalités, on obtient en fait des résultats qui sont un peu différents en termes de performance auprès des apprenants. Alors, maintenant, pour répondre à la question de Sofiane, ce que tu disais en amont, est-ce que le modèle cépage sert uniquement à évaluer? Alors, on peut s'en servir aussi, comme le démontre très bien une équipe de l'Université de Louvain, à concevoir, en fait. Ça peut être en amont à concevoir
et en aval à évaluer, tout en ayant au cœur du modèle cépage nos 3 phases qui sont introduire l'activité, dérouler ou animer l'activité et ensuite débriefer l'activité. Donc, ce qui est intéressant dans ce modèle qui nous est proposé par l'Université catholique de Louvain, vous avez un lien au bas de l'image. Vous pourrez vous rendre sur ce lien, c'est un lien Geneali. Et en fait, vous verrez que chaque onglet, chaque petit point de couleur correspond en fait à des questions que l'on peut se poser à ces différentes phases. Donc à partir de là, ce qui est très intéressant, c'est d'étudier aussi l'orientation qu'a donnée cette équipe de Louvain à la manière d'utiliser le modèle cépage. C'est-à-dire que dans déjà les dimensions, on voit que l'ordre a été modifié. Ils partent de la pédagogie, ensuite ils positionnent le jeu, puis le contexte, puis l'apprenant, puis l'enseignant. Et tout ça correspond pour eux à un phénomène de ludification. Et ensuite, ça c'est dans la phase de conception. Et quand on arrive dans la phase de débriefing, après la phase de débriefing, le fait de remonter de l'enseignant jusqu'à la pédagogie correspond pour eux à une phase d'institutionnalisation, c'est-à-dire on revient vers l'institution. Donc ça, c'est assez intéressant à étudier. Qu'est-ce que ça sous-tend? Tout ça, ce sont des éléments que vous pourrez comprendre en vous connectant sur leur site et en regardant les différents petits points de couleurs qui correspondent à chacune des cases, du coup, des 5 x 5, 25 cases qu'ils proposent dans le cadre de ce modèle modifié de cépage. Alors, Annick nous dit que ce sont ses collègues. Donc Annick, tu as des collègues qui sont brillants, je trouve, parce que c'est très pertinent ce qu'ils proposent. Donc tu les salues bien de ma part, Isabelle Motte et il y a Gaël Pénon aussi, et puis j'oublie Frédéric Pascal, Pascal aussi. Voilà, tu les salues bien de ma part, et effectivement, je pense qu'on va être amené à travailler ensemble pour essayer d'améliorer nos modèles respectifs et voir comment on peut aussi. Alors ensuite, il y a Sofiane qui réagit. Alors, c'était pas un joke, je pensais juste aux personnes handicapées que j'accompagne, évidemment. Donc là, dans ce cas-là, ok. Je pensais que quand je disais joke, c'était que tu répondais avec Susan, vous aviez l'air d'être en conversation fermée tous les deux, et donc du coup, je pensais que vous plaisantiez entre vous. Donc j'avais mal compris. En tant qu'individu, j'ai une vision stabilisée du monde. Lorsque j'entre en situation d'apprentissage, je casse ma vision du monde, j'introduis de nouveaux éléments. Alors, ce n'est pas forcément que tu casses ta vision, c'est qu'on te donne à adopter une vision particulière. C'est là où la notion de contrainte, que nous définit Agamben avec la notion de dispositif, entre en jeu. C'est-à-dire qu'après, toi, tu fais le choix de dire j'adhère ou j'adhère pas. Mais tu ne casses pas réellement ta vision du monde. Tu adoptes une autre paire de lunettes ou une autre façon de voir le monde à ce moment-là, ou une portion du monde, hein. C'est-à-dire que la notion de dispositif n'est que parcellaire, puisque souvent un dispositif se base sur un modèle existant et il en donne une représentation simplifiée dans le cadre d'un jeu. Alors, quels outils? Alors, du coup, j'ai pas compris j'ai pas compris la question, parce que je pensais que tu te positionnais en tant que concepteur, Sofiane. Si tu me dis en tant qu'utilisateur, il faudrait que tu développes, que je comprenne mieux tes attentes du coup par rapport à cette question, parce que j'avoue que je ne la comprends pas clairement. Alors après, Jérôme, pour une collecte de données d'une expérience de test de jeu, on utilise des méthodes CALI, entretien, semi-directif, et de l'observation de la pratique, point d'interrogation. Un protocole à mettre en place pour chaque phase de test. Alors, oui, alors en fait, ce qui, dans le cas du modèle cépage, il y a une double approche qui peut être utilisée. C'est d'abord évidemment une phase d'observation de l'activité. Donc, ce qui est bien, c'est durant l'activité de jeu d'avoir des personnes qui ont le modèle et qui remplissent case par case l'ensemble des dimensions en fonction de ce qu'ils observent. Et ensuite, pour aider à l'interprétation de ce qui a été observé, il faut effectivement passer à une étape d'entretien semi-directif qui vont permettre auprès de chaque participant
de confirmer ou non ce qui a été interprété lors des observations. Donc, effectivement, Jérôme, c'est les deux aspects qu'il faut, à mon avis, combiner, observation et entretien de type semi-directif. Et puis ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est que une fois qu'on a fait ça, on regarde avec d'autres groupes si on obtient des résultats analogues ou si on obtient des choses différentes. C'est ce qu'on appelle des études comparatives. Alors, Sofiane reprécise la chose. En tant que concepteur, ah ben voilà, donc c'est bien en tant que concepteur. C'est ce que je ne comprenais pas dans ta question, parce que je me disais en tant qu'utilisateur, pourquoi il fallait des outils d'aide. Donc, en tant que concepteur, quels sont les outils que je peux fournir à l'utilisateur du Serious Game pour faciliter l'intégration de cette nouvelle vision dans le sujet précis? D'accord. Donc, ce que tu veux dire, c'est comment je maximise les chances pour un utilisateur d'aller vers les objectifs utilitaires ou de percevoir les objectifs utilitaires que l'on cherche à lui faire atteindre, si j'ai bien compris ta question. Et ce, tout en douceur. Alors, de manière très simple, il y a plusieurs stratégies. D'abord, c'est dans le débriefing que tout va s'opérer. C'est là où on arrête le jeu pour basculer dans la phase, on va dire, éducative ou pédagogique. C'est là où vraiment on est dans la phase utilitaire. Donc, c'est vraiment le débriefing qui doit être dédié à ça. Ensuite, la médiation humaine est importante parce qu'il faut avoir la capacité à interpréter les événements qui se sont produits pendant l'activité de jeu pour les mettre en relation avec les aspects utilitaires que l'on vise. C'est-à-dire qu'il faut que tu repères les moments forts, les anecdotes qui vont te permettre de donner un exemple concret aux personnes qui sont concernées, aux personnes qui ont joué, pour comprendre les notions que toi tu cherches à leur faire passer. Par exemple, dans le cas de la soupe à l'oignon, je peux dire, dans tel groupe, j'ai vu qu'il y avait un manque de communication, et donc du coup, par ce manque de communication, vous n'avez pas réussi, lors de l'étape suivante, à améliorer votre score. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Donc, en posant cette question-là, les gens ne sont pas jugés, puisqu'on dit j'ai observé ceci, est-ce que vous pouvez dire ce qu'il en est? Donc, avec cette question-là, on amène les gens à développer, donc on précise le propos, mais la question globale reste quand même en lien avec la notion de management qui était visée. Vous voyez l'astuce? Donc, tout ça se fait toujours par le fait de faire le lien entre ce qui a été vécu dans le jeu et la phase de débriefing. C'est là où tout s'opère, Sofiane. C'est là où vraiment tu dois amener l'ensemble de tes apprenants à atteindre la cible que tu as visée, que tu t'es fixée. Donc, c'est l'outil essentiel, c'est la médiation, je dirais. Alors, ensuite, je vois d'autres remarques. Donc, ensuite, Jérôme, as-tu des échelles traduites et validées dédiées à la mesure psychométrique comme celle de Shannon, ISEG 2G? Non, alors ça me dit rien. Alors, si tu fais allusion à la notion de l'échafaudage, c'est la technique d'échafaudage que tu évoques, Jérôme? Alors, peux-tu répéter? Alors, Jérôme, oui, donc tu nous parles en fait d'une mesure psychométrique que je ne connais pas, qui est celle de Shannon, IS2G. Je ne connais pas ce modèle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle cépage, en fait, il faut l'imaginer comme étant un métamodèle. Vous pouvez en fait mettre ce que vous voulez dedans. Vous pouvez convoquer les différents types de modèles en fonction de ce que vous voulez regarder ou évaluer. En fait, c'est un modèle qui est très souple, qui est flexible. C'est-à-dire, on a juste un canevas qui est basé sur les 5 dimensions et les 3 temps pédagogiques de Nicole Tremblay. Mais après,
vous pouvez garnir les différentes cases avec les modèles qui vont vous intéresser vous en fait. Ok, donc c'est un modèle lié à la motivation, si je comprends bien, parce que je vois du Fenouillet et du Jean Euth à l'intérieur, situationnel et individuel pour les serious games. Référence, citer l'échelle. Ok, très bien. Eh bien, je vais regarder tout ça, Jérôme. Je n'ai pas d'éléments de réponse à te donner là puisque je ne les connais pas. Je vois le domaine dans lequel ils sont et je vais regarder ça. Je vais regarder ça. Je pique ma curiosité encore une fois. Je le mets de côté. Si tu peux me refaire un mail pour que j'oublie pas de faire mes petits devoirs et te répondre sur ces aspects, ce serait super. Alors, moi, en attendant, je vais noter. Voilà. Ok, alors je vais terminer le cours, il restait plus qu'un slide. Alors, c'était la synthèse de tout ce que nous avons vu. Donc, à la conclusion de ce cours numéro 3 qui clôture en fait l'ensemble des 3 premiers cours que nous avons vus ensemble, nous pouvons dire que nous pouvons instrumentaliser du jeu, hein, on l'a vu, donc par l'intermédiaire de l'approche de serious gaming ou de dégamification, on peut instrumentaliser du jeu. Nous pouvons mettre en relation jeu et objectif utilitaire. La stratégie associée au jeu sérieux, c'est la motivation pour atteindre un objectif utilitaire. Le jeu est un moyen pour atteindre l'objectif utilitaire, ce n'est pas une fin en soi. Le jeu sérieux implique des processus de transformation au niveau des joueurs, joueuses, ou des apprenants ou des apprenantes, mais aussi des médiateurs, médiatrices et du dispositif lui-même. Le modèle cépage vise à évaluer une séquence de jeu sérieux, et donc, ce travail de recherche est lui-même en cours. Donc, ça veut dire que le modèle cépage aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en cours de finalisation. Ce n'est pas quelque chose qui est définitif et figé dans le marbre, comme tout travail de recherche. Donc, vous pouvez vous l'approprier, le transformer exactement comme ont fait les collègues d'Annick euh, à l'université de Louvain-la-Neuve avec la modification du modèle cépage qui l'ont vu autrement avec leur approche et qui est très pertinent. Voilà. Donc, rien ne vous empêche, si vous avez besoin d'évaluer vos propres séquences ludopédagogiques, de vous faire votre propre modèle évaluatif, bien entendu. Donc, y compris intégrer, pourquoi pas, donc l'approche IS2G que nous évoque Jérôme et que je vais regarder. Est-ce que vous avez d'autres questions? Le cours est terminé à ce stade. Maintenant, je passe aux questions. Si vous avez des choses à me demander, je vous écoute. Alors, donc, ok, donc pas de questions pour le moment, tout le monde est d'accord. Alors, je vous livre ce lien-ci. Alors, ce lien, c'est un lien pour aller télécharger euh, le, le mémoire de HDR que j'ai soutenu la semaine dernière. Alors, vous êtes les premiers à y accéder. Je n'ai pas partagé le lien pour le moment, ça sera fait à la rentrée. Je vous le donne en avant-première pour que vous puissiez aller regarder comment ont été analysés les 3 jeux, les grottes de Gargas, le jeu de Télébi et le projet Bluebot, en utilisant le modèle cépage. Voilà, donc c'est dans les derniers chapitres, c'est le chapitre 10. Donc dans le chapitre 10, vous pourrez regarder comment moi je l'ai utilisé, mais après, encore une fois, vous trouverez peut-être d'autres façons de faire qui seront plus pertinentes que la façon dont je m'expliquerai. Voilà, donc ça c'est un peu de lecture si vous avez envie pour ces vacances de Noël. Mais sinon, avant tout, reposez-vous bien. J'espère que vous aurez des jeux sous les sapins pour pouvoir vous divertir, vous détendre et réfléchir à vos projets respectifs. Voilà, ça c'est le plus important. Donc nous, on se retrouve au mois de janvier lors de la Game Jam. Et vous verrez normalement Antoine le 11 janvier physiquement sur Paris, si ma mémoire est bonne, et s'il n'y a pas de grève euh, qui vous empêche de faire le trajet d'ici là. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances.
Je vais remettre par mail la présentation PowerPoint. Ok, Jérôme, merci pour le lien concernant IS2G. Je vais le regarder de manière attentive et puis je vais tâcher de te répondre d'ici janvier. Voilà, après les vacances, le temps de laisser un peu mûrir la chose. Et ensuite, comment ça s'appelle? Donc, je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances. Et puis, au niveau du mail que je vais vous envoyer, je vous mets dedans la présentation PowerPoint que je viens de vous faire. Dès qu'elle sera disponible, la copie vidéo si vous voulez revoir le cours. Et puis, le lien avec le modèle cépage dans lequel vous trouverez aussi le modèle de Louvain-la-Neuve, qui est pour moi une belle réussite aussi. Voilà. Donc en ce qui concerne les questions, j'en vois qui apparaissent. Donc merci Anne-Catherine, merci à toi aussi, merci à Maude, merci à tous d'avoir écouté le cours. Et Sofiane qui a une dernière question sur le modèle économique. Alors je t'écoute, Sofiane, si tu peux nous l'écrire. Ok, oui, alors je profite du mail de Anne, enfin du message de Anne qui évoque les vidéos à remettre pour le 20 décembre. Alors, vous faites dans le rythme que vous pouvez. J'ai des personnes qui m'ont dit qu'elles rencontraient des difficultés, soit d'emploi du temps ou des raisons familiales. Évidemment, c'est pas grave si vous les remettez un peu plus tard. Voilà, vous faites au mieux. L'idée, ça serait que début janvier, on puisse les partager de manière à ce que vous puissiez vous cultiver, vous acculturer à ces différents aspects qui sont la culture des machines de jeu, la culture du genre et puis la culture des game designers. Euh, voilà, c'est pour votre culture personnelle qui vous sera utile aussi ensuite pour vos propres projets, pour aller picorer peut-être des pistes d'inspiration pour parfaire votre projet. C'est ça l'idée. Donc, Emilina, je te souhaite également de très bonnes fêtes. Alors, Sofiane, j'ai la question qui est comment on intéresse une entreprise à payer une formation au Serious Game? Alors ça, c'est plus c'est plus qu'une question en lien avec un modèle économique. En fait, c'est toujours pareil, il faut identifier un besoin. C'est ça l'approche est toujours la même. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait de dire ne déployez pas des projets de jeux sérieux sur des choses qui sont déjà balisées par d'autres approches qui marchent très très bien et qui sont déjà très efficientes. Il faut vraiment que votre approche soit une valeur ajoutée. Donc, si vous voulez intéresser une entreprise, l'entreprise, c'est pas compliqué. Elle sera intéressée à partir du moment où elle fait soit des économies d'échelle, que ce soit sur un plan financier ou sur la chaîne de production, soit si elle y voit un avantage concurrentiel par rapport à d'autres entreprises. Donc c'est ça en termes de formation, en termes, voilà. Donc si la démonstration du serious game est d'apporter une valeur ajoutée sur un de ces plans-là, on va commencer à avoir une écoute attentive. C'est toujours pareil, hein, c'est les mêmes leviers. Alors, ensuite, si tu trouves un argument imparable, je prends. À quoi penses-tu, Susan? Par rapport à l'entreprise? Alors, Maude, Sofiane, je peux te dire qu'il y a beaucoup de besoins en entreprise. Des jeux sont désignés en interne et sont peu ludiques. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, Maude, tu as tout à fait raison. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est un débat qu'on a eu lors d'une assemblée qui était assez intéressant, euh, c'est que tu peux avoir un jeu qui n'est pas très bon du point de vue artefact, mais si l'animateur ou l'animatrice est très à l'aise et c'est bien animé, on peut rattraper le coup. On peut avoir une très bonne activité de jeu sérieux, paradoxalement. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Vous pouvez avoir un très bon jeu en termes d'artefacts, mais si l'animation n'est pas bonne, ça tue tout, y compris le plaisir de jouer au jeu en question. Donc, en fait, le plus important, c'est finalement l'activité. Alors, ensuite, Mélissa.
Merci beaucoup pour les délais supplémentaires. Voilà, pour les vidéos, ok. Si je livre après vendredi, oui, pas de problème. De toute façon, honnêtement, moi, je vais débrancher toute activité à partir du 22 décembre jusqu'au 29 normalement. Donc pendant une semaine, ça sera silence radio. Donc à partir de là, c'est sûr qu'entre le 22 et le 29, je ne regarderai pas vos vidéos. Donc maintenant, on va dire, pour ceux qui ont pu faire les vidéos avant le 20 décembre ou le 21, j'aurai le temps de les mettre en ligne. Pour les autres, ce sera du coup fin décembre, tout début janvier. Voilà. Donc vous inquiétez pas pour ça. L'essentiel, c'est que vous fassiez plaisir à faire ces vidéos aussi, hein. C'est un moment d'apprentissage. Alors ensuite, Sofiane, j'avais abordé la question en début sur la position éthique et déontologique du créateur de Serious Game. Donc ça, c'est quoi? Est-ce que alors, il faudrait que je regarde le lien. Je copie-colle. Ok. Est-ce que tu peux m'envoyer un mail, Sofiane, que je te réponde par rapport à ça, sur les aspects déontologiques? Ensuite, mon expérience mode dans un grand groupe, mauvais jeu et groupe avec relations hiérarchiques, etc., qui gâche tout. Oui. Alors là, tu as eu double peine, mauvais jeu et en plus mauvaise animation. Donc là, je crois qu'effectivement, tu avais, le pire du pire. Donc là, dans ces cas-là, quand on est face à ces situations-là, nous on appelle ça des serious serious. C'est-à-dire que t'as pas le game, quoi. Et c'est très sérieux des deux côtés. Et effectivement, on n'a pas osé donner la place au jeu. Ok. Apparemment, hiérarchie et sérieusienne, ça colle pas trop. Eh bien, écoute, je vais lire l'article et puis on reparlera par mail. Annick, il me restait une question. La jam sur Paris, est-il incontournable ou peut-il être remplacé par une autre jam? Alors, malheureusement, la jam de Paris est effectivement celle de la formation qui est mise en place par notre formation. Donc, le fait de participer à une autre jam, tu peux, mais c'est dommage puisque dans la jam qu'on organise, Antoine et moi sommes présents. Donc, du coup, on est là pour aussi faire le lien avec le début. Maintenant, si tu n'as pas d'autre choix, euh, euh, car une fois, j'ai l'impression que c'est très vidéo. Non, non, non. T'inquiète pas, dans les protos qui sont proposés, ça peut être évidemment très orienté jeu analogique, hein. Ne t'inquiète pas pour ça, Annick. Mais ceux qui organisent la jam, en toute honnêteté, c'est Antoine et Frédéric. Donc, ce qu'il faut faire, c'est leur écrire et leur faire part de. Tu fais part de tes inquiétudes, Annick, à Antoine, de manière à lui signifier que tu as peur que ce soit uniquement orienté sur du jeu numérique. Et tu verras ce qu'il te répond. Bien. Mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes et, et je vous dis à la rentrée. Et puis avant par mail pour ceux qui m'écrivent et pour ceux qui me posteront les vidéos d'ici peu. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes. À bientôt. Et dans peu de temps, il y aura normalement la vidéo de la soutenance que je vous avais promise. On doit me la donner aujourd'hui. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.